La plus grande difficulté, en fait, c'est sortir de sa zone de confort et il n'y a rien à faire. Je pense que n'importe quel voyageur, aventurier de n'importe quel support dira la même chose. Je pense que le plus compliqué, c'est de le vouloir, en fait, vraiment. Et je pense que partir en voilier autour du monde ou partir à vélo jusqu'en Chine ou à pied jusqu'à Cape Town, ça demande le même type de démarche, en fait. C'est simplement se dire, je quitte mon confort ici pour vivre l'aventure et vivre quelque chose dont j'ai aucune idée. Pour tout le reste, ça vient petit à petit et trouver le bateau, apprendre à naviguer, tout ça, c'est pas le plus important, en fait. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves, car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, le lien est dans les notes. Un grand merci d'avance. Toutes les explications sur ce projet sont sur storylific.com. Comment naît une vie guidée par la passion ? Avec Jérôme Delire, skipper, on va parler de voile bien sûr, de circumnavigation, mais aussi de ce moment de bascule où l'on s'en rend compte qu'on n'a qu'une vie, que chaque jour est un cadeau et où il devient hors de question de laisser quiconque entraver vos rêves. Cela a résulté pour Jérôme en une seconde naissance, celle de sa vie de navigateur pro. Il nous partage avec humour et générosité ses expériences de navigation autour du monde avec Caroline, des rencontres aux paysages les plus paradisiaques et sa préparation à une course juste énorme en solitaire et sans escale qui suit le même parcours que le Vendée Globe, la Global Solo Challenge. Alors, si vous avez comme une envie de sentir souffler dans vos oreilles les vents des alizés, voir une grande bourrasque de liberté, vous êtes au bon endroit. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Jérôme Delire. Bonjour Anne B. Ça fait très plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci. Parce que, comme je te le disais en off, mon mari a suivi une masterclass sur la circumnavigation avec toi à Bruxelles à l'occasion du festival Into the Blue, que je suis volontiers aussi. Et donc, il était revenu tellement enthousiaste que je me suis dit « Ah, mais dis donc, bon sang, mais c'est bien sûr, voilà quelqu'un pour le podcast ». Donc, je vais te demander, comme à tout le monde, de bien vouloir te présenter pour commencer. Comme ça, on va un peu camper le personnage. Ok, bonjour à tous, moi c'est Jérôme Delire, j'ai 38 ans, je suis originaire du Brabant Wallon, mais je réside à Valencia en Espagne actuellement. Donc ça fait à peu près 12 ans maintenant qu'on a quitté le plat pays. Et donc tu es navigateur, donc c'est une passion, ça a commencé comment en fait ? Tu avais 7 ans, hein, donc t'es pas vraiment juste à côté de la côte comme beaucoup de marins. Exact. À Bruxelles, quand on est un peu dans le Brabant Wallon, le seul plan d'eau, c'est le lac de Genneval, tout simplement. Mm-hmm. Donc, quand j'avais 7 ans, je suis passé à côté du lac de Genneval et j'ai simplement dit à mes parents, papa, je voudrais faire ça, moi, en fait. Et du coup, j'ai tiré mon premier bord, là, sous la cascade en face du château du lac et depuis, j'ai jamais arrêté. Et ça a commencé un peu comme ça. T'en es à ton 40e bord, t'as fait combien de kilomètres ou de miles ? Je ne sais pas si on peut se permettre de parler en kilomètres quand on parle d'un navigateur, ouh là là. Ouais, ici, si je comptabilise un peu tout ce que j'ai fait à la grosse louche, j'en suis à un peu plus de 100 000 milles nautiques. Mm-hmm. Donc ça fait un paquet de kilomètres et j'ai traversé 8 fois l'océan Atlantique, je rentre d'un tour du monde là et surtout j'en prépare un deuxième maintenant.
Donc voilà, le problème avec la navigation, c'est une fois qu'on a le virus, malheureusement, on essaie de s'en défaire, mais c'est impossible. Eh ben, je sais, hein, avec mon mari, il Ah n'en oui, démord pas. ok. Ah, voilà. T'as par hasard s'il était à ta masterclass. Donc ça a commencé par des quoi, des petits optimistes, c'était quoi? Oui, tout à fait. Par l'école classique de l'apprentissage en dériveur, donc petit optimiste, et puis un peu plus tard en motorhop, et j'ai eu la chance de faire 10 années de compétition en Belgique. Mhm. Et c'était assez enrichissant en fait parce que les années, j'ai fait de la compétition de 1994 à 2004 et c'était des années super parce que j'étais vraiment avec les plus grands de l'époque qui le sont encore aujourd'hui, comme Wannes van Laar par exemple, et Evie Van Acker qui a quand même décroché une médaille au JO. Et on a vraiment commencé ensemble la compétition, on était vraiment dans ce bain de jeunes gars prêts à en découdre sur les plans d'eau, quoi. C'était vraiment très agréable, très chouette. Ouais. Est-ce que tu me confirmes que la mentalité aussi en aviation est bien belge, c'est-à-dire qu'on est quand même conscience que quand on arrive au niveau national en Belgique pour les autres, c'est provincial, hein, vu qu'on est tout petit, Tout à fait. et donc on se prend difficilement au sérieux. Bien sûr, ouais, tout à fait. Après, on n'a pas à rougir de notre, voilà, de nos talents à l'international. Ah non, 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 je veux dire, ça crée une chouette mentalité, quoi. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, toi, tu as fait une navigation. Et alors là, moi, je fais des petits bateaux dans ma baignoire, mais à part ça, donc je suis pas très douée. Vous avez fait un tour du monde en régate, c'est quoi ça? Tu peux expliquer pour Alors, les on a non fait un pros tour du comme moi? monde en voilier de régate. En fait, on l'a pas fait en Ah, régate. Régate, ça veut dire compétition. bah oui, c'est ça. Donc c'est un Et nous, en voilier de fait, on est régate. Ok. voilà, on est parti avec un voilier très typé régate. Et en Mhm, gros, pas grand monde fait ce genre de croisière parce que bon, on est parti en croisière purement pour notre plaisir, pour la découverte, pour le voyage, mhm. pour l'océan, mais on a choisi de le faire avec un bateau très racé et un bateau qui n'était pas spécialement designé pour faire le trip qu'on a fait. Et ça Donc fait quoi? C'est c'est quoi les pour ça que challenges alors quand on prend un bateau effectivement plutôt typé course pour aller explorer au gré au les vent? challenges sont marrants parce qu'on a toujours voulu garder une connotation très voile. Donc par exemple, pour notre tour du monde, on est parti avec 10 voiles à bord. Ce qui est énorme évidemment puisque un bateau de croisière classique on prend 3 ou 4 à bord maximum mais pas 10. Donc on a toujours mis l'accent sur la navigation à la voile pure et moins sur le confort au mouillage ou le confort quand le bateau est à l'arrêt, quoi. Nous notre truc Mhm. c'était vraiment de garder un aspect sportif pendant la navigation. Ton épouse est aussi fort compète dans la navigation? Ouais, oui, alors ouais, c'est ça. Ça a été super. L'histoire est super amusante parce qu'elle n'est pas du tout issue du monde de la mer, hein, comme moi non plus à la base. Et elle était comptable à Waterloo, en talons hauts, petit tailleur, avec sa petite décapotable. Et elle a choisi de suivre un peu dans l'aventure il y a de ça plus de 10 ans. Et donc ça fait 9 ans maintenant on a vécu 9 ans sur des voiliers. Et donc quand on est parti dans le tour du monde, oui, elle avait déjà une belle expérience et ça a permis d'aboutir au projet. D'accord, ouais, parce que ouais, sur son profil LinkedIn, il y a aussi marqué navigatrice, donc je me dis, voilà, il y a une belle Oui. identification au projet, en tout cas, ça c'est clair. Et maintenant, Ouais. vous faites que ça? Vous êtes toujours dans la navigation ou vous avez un job sur le côté et plus ça? Non, non, alors c'est toujours marrant, c'est comme si on pose la question à un artiste ou à un musicien, ok, d'accord, mais quelle est ta profession? Tu joues de la musique, mais quel est ton métier? Et en fait, ici c'est un peu pareil, nous on vit vraiment de la navigation, quoi. Donc actuellement là, et c'est ce qu'on faisait avant de faire le tour du monde aussi, on fait de la gestion de bateaux de propriétaires. Donc on Mhm. s'occupe de A à Z d'un bateau qui appartient à une personne et qui n'est peut-être pas apte à 100% à le prendre en main et organiser des croisières, etc. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner la personne, les enfants, la famille, etc. dans les navigations hauturières, quoi. Yes, Voilà. génial. Ouais, c'est ta faute si je pose la question, hein. Tu parlais d'une comptable là il y a 30 secondes, Ouais, donc c'est vrai, c'est vrai. Et là, tu es dans le bateau, là, de ce que je vois, où Oui, tu oui, là, es. exactement, ouais. Ouais. Là, Yes. on est dans le sud de l'Espagne, là, et juste en face du Maroc. Et on repart pour le Maroc ce week-end. Super. Et oui, j'ai justement lu, faut pas croire, je prépare un tout petit peu quand même mes épisodes. Hein, j'étais en train de lire ce que tu étais tout à fait charmé par l'accueil que tu avais au Maroc. Tu sais, quand tu Ouais, tout traversais à la fait. frontière, ça n'a tellement plus rien à voir. Tu peux nous en Exact, parler c'est parce que vrai. voilà, petite anecdote, petite parenthèse, déjà dès le départ, mais voilà, ça valait la peine d'être souligné.
Bah, c'est ça qui est super enrichissant, je trouve, dans le voyage, c'est qu'on peut aussi, on peut aussi vraiment, surtout quand on arrive en bateau, je veux dire, c'est parfois dans des endroits qui sont absolument pas spécialement touristiques ou loin du tourisme de la terre. Et donc, en l'occurrence, ici, la dernière escale, la semaine passée, on est arrivé dans un petit port de pêche qui accueille moins de 30 voiliers par an. Donc, il y a très peu de passages et très peu de visiteurs, et c'est ce qui rend l'endroit absolument fabuleux. Les Marocains ont- l'accueil est quelque chose de vraiment naturel chez eux et tout à fait Mm. spontané, et ils attendent absolument rien en retour. C'est juste leur manière d'être et leur manière de voir la vie, et c'est fabuleux parce que c'est absolument plus quelque chose qu'on retrouve ici en Europe, en tout cas. En tout cas, dans le milieu nautique, l'accueil a vraiment déserté toutes les marinas, quoi, ça c'est sûr. Ouais, donc ça c'était un beau petit message à faire passer. J'ai déjà eu ce même écho exactement avec Harold qui était passé sur le podcast et lui il voulait tenter de Ok, faire un tour du monde le plus à pied, à vélo, enfin avec les énergies douces. Et il a aussi été bluffé par l'accueil au Maroc. Il dit oh là là, on a des ouais, leçons à ça c'est prendre, mais impressionnant. de ouf quoi. Oui. Ouais. Exact, vraiment, ouais, tout à fait. Et alors, dis-moi, ce tour du monde, l'idée est venue assez naturellement apparemment. Enfin, raconte-nous un peu les genèses de ce projet. Alors le premier tour du monde, là on en revient donc de 2019 à 2022. Ça c'était un projet. Ouais, c'est toujours un peu le schéma classique, j'imagine, des rêves de gosses qui essayent de prendre forme, qui essayent de prendre vie, et puis qui sont un petit peu coupés dans l'élan au moment où on finit les études et on s'insère dans le milieu professionnel. Et puis au final, on a, voilà, enfin moi j'ai quand même décidé de garder en tête cet objectif, et là on y est parvenu avec Caroline. Donc on a navigué 2 ans et demi. Mais c'est sûr, c'est un projet qui a demandé pas mal de préparation, pas mal d'adaptation, et on voulait être sûr et certain qu'on puisse vraiment être en phase l'un avec l'autre avant de partir, évidemment, pour autant de temps, un peu coupé de notre entourage et de la famille, etc. Mhm. Et c'était un pari gagnant. Génial. Et alors, de l'argent de côté ou point de vue budget, on se pose toujours, mais comment ils font les gens pour partir autant de temps? C'est vrai, c'est Si vrai, je c'est peux me vrai. permettre de te poser la question. Bah, c'est une question super intéressante parce que c'est vrai qu'elle est sur le bord de toutes les lèvres en fait. Et bon, l'avantage, c'est avant de partir en tour du monde, on travaillait déjà dans l'autisme. Et le gros avantage du nautisme, c'est qu'on travaille, quand on travaille, on est logé, nourri, blanchi, on est un petit peu le package et all-in, quoi. Et donc, du coup, on n'a aucune dépense. Puisque, étant donné qu'on avait fait déjà le choix de vivre sur des voiliers, ben, on n'a plus une voiture à payer, ni l'assurance qui va avec, on n'a plus tous ces frais. Et donc, quand on gagne sa vie, ben, on engrange très rapidement un petit baluchon suffisant pour pouvoir se permettre de voyager, quoi. Donc ça c'est fabuleux, quoi. Yes, ok, Voilà. top. Parce qu'effectivement, c'était un sacré voyage. Vous l'avez choisi comment, votre itinéraire? Alors c'est un itinéraire très classique parce que en soi il y a pas 1000 façons de faire le tour du monde. En Mhm. navigation, il y a deux grandes façons de faire le tour du monde. Il y a par l'équateur, d'est en ouest. Donc on quitte le continent européen, on va jusqu'aux Caraïbes, puis on passe le canal de Panama, on arrive dans l'océan Pacifique, on navigue vers l'Australie, et puis on passe en dessous de l'Afrique du Sud et on revient en Europe. Mhm. Et puis il y a l'autre façon, la façon dont je m'apprête à faire, c'est de passer par en bas. Donc c'est de partir Hmm. du continent européen et mettre le cap tout de suite vers l'Afrique du Sud, et passer en dessous de l'Australie et arriver au célèbre Cap Horn en dessous de l'Amérique du Sud avant de remonter vers l'Europe. Ça c'est vraiment les deux trajets très 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 classiques de tour du monde. Et donc clairement, nous, on vient de faire la boucle d'est en ouest en passant par le canal de Panama. Et en fait, c'est un tour du monde par l'équateur, par les tropiques. Et c'est la plupart du temps super, super agréable puisqu'on est dans des températures tropicales tout au long du voyage, en fait. Ouais, parce qu'en mer, il y a envie aussi. C'est sûr que c'est la route à pieds nus, quelque chose comme ça, c'est la barefoot road, hein. Ah, ok, Voilà, où effectivement tu laisses tomber les chaussures pour un bon paquet de temps, là, normalement. c'est ça, c'est ça. Extra. Tiens, tu me parles des mers du Sud. Je vais faire un peu décousu, mais c'est parce qu'il y a une question qui me vient, que j'ai jamais osé poser à Yannick Busthaven quand je l'ai eu. Ok, Je me suis dit, faut quand même ok, pas avoir l'air quand même trop novice. Quoique, il est sympa, il aurait expliqué. Mais, moi, les mers du Sud, tu vois, c'est à partir du moment où tu étais dans l'hémisphère Sud. Mais non, c'est quand même au sud de ok, l'hémisphère Sud. Hein, ça, j'ai compris depuis. Et j'ai compris qu'elles c'est étaient ça. très caractéristiques et qu'on ne savait pas du tout s'y préparer dans l'hémisphère Nord. Donc, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, ces mers du Sud, s'il te plaît? Éclaire ma lanterne.
Alors évidemment, j'ai absolument pas la prétention d'avoir les connaissances de Yannick Bestaven, mais en tout cas, dans notre tour du monde, on a déjà pu voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de l'océan Indien. Et quand on a rejoint l'Afrique du Sud, et c'est clairement ce qui diffère vraiment, c'est il n'y a aucune terre en fait quand les dépressions sont du côté de l'Antarctique, et quand elles circulent, il n'y a aucune terre pour contrôler ou pour réduire ces gros impacts dépressionnaires. Il n'y a pas beaucoup de territoire, quoi. Et donc ces dépressions en fait prennent vite de l'ampleur et créent des conditions absolument dantesques la plupart du temps. Donc ici, dans un tour du monde d'ouest en est, donc par les 3 caps en prenant l'Antarctique comme bouée, dans un parcours comme le Vendée Globe, on part toujours pour essayer évidemment de naviguer durant les 3 mois de haute saison, hors risque de cyclonique, etc., et de gros problèmes météo, sans quoi ce serait évidemment du suicide, quoi. Mais ce qui diffère vraiment, c'est ça, c'est la violence des dépressions et la violence de l'état de la mer, en fait, qui prend énormément d'ampleur. Pour vous donner une idée, par exemple, les grandes vagues que les surfeurs professionnels surfent à Hawaï, les vagues d'Hawaï proviennent en fait, naissent au cœur de l'Antarctique, en fait, sur les côtes de l'Antarctique. Et donc elles traversent, elles traversent l'hémisphère sud, elles traversent l'hémisphère nord et elles arrivent pour frapper Hawaï, en fait. Et donc la puissance de ces vagues qui circulent sans terre pour les stopper s'amplifie et ça donne lieu à des conditions extrêmes. Et ça, c'est toute la difficulté de ce genre de projet, c'est qu'on ne sait pas reproduire ici ces conditions dans l'hémisphère nord. Et donc c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on est vraiment dans une préparation, on s'élance clairement dans l'inconnu, ou à défaut, seules les personnes qui ont été dans ce genre de région avant peuvent en témoigner et peuvent expliquer ce qu'il en est, quoi. Sinon, pour faire d'autres armes, mais c'est pas du tout les mêmes conditions. J'ai appris que le golfe de Gascogne était quand même un phénomène connu mondialement comme étant aussi tout à fait. pas de la petite bière, Oui, mais c'est pas du tout le même type de vague et de conditions, mais c'est une solide décollage aussi. Bien sûr, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on n'a pas à rougir. La mer du Nord, la Manche, les golfes de Gascogne sont des aires de navigation extrêmement dangereuses. Et je pense que les personnes qui arrivent à naviguer dans ces zones-là peuvent naviguer partout. Donc, c'est génial, en Belgique, on arrive directement sur la mer du Nord. Donc, Exact. C'est sûr, on a un beau bassin d'écolage, ça c'est sûr. Ok, donc ça c'est pour les mers du... Et donc c'est ça que vous allez aller taquiner de plus près pendant un petit bout de temps, alors en faisant le tour des caps là. Oui, voilà, alors mon prochain projet c'est ça, c'est partir seul, sans escale et sans assistance, pour faire le tour du monde par les 3 grands caps, ouais. Oui, c'est le tout bientôt ou c'est le fameux global Ça c'est le fameux Global Solo Challenge, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'est le Global Solo Challenge, qui m'a l'air d'être une course vraiment hyper intéressante? Le Global Solo Challenge, la prochaine édition part en 2027. Et c'est une course donc par les 3 grands caps, sans assistance, sans escale et en solitaire. En fait, c'est exactement le même parcours que le Vendée Globe. Et je pense que tout le monde connaît la course du Vendée Globe. La seule différence vraiment qu'il y a entre les 2 courses, c'est le choix du bateau. Et ici, sur la Global Solo Challenge, le choix du bateau est très varié, en fait. On peut choisir un bateau de 32 à 60 pieds. Dans le Vendée Globe, ce sont uniquement des bateaux de 60 pieds qui font 18 mètres. On n'a pas le choix. Tous les bateaux sont les mêmes, ou à peu près, en tout cas correspondent à une même jauge très stricte. Et ici, dans le cadre de cette course, c'est comme un Vendée Globe pour amateurs. C'est un peu comme ça que la presse française a décrit la course, en fait, a décrit le projet. Et donc, du coup, ça devient tout à fait accessible pour des personnes amateurs comme moi, qui sont pas coureurs professionnels, mais qui ont quand même une expérience sans doute, j'en sais rien, mais sans doute suffisante pour prendre en main ce genre de projet. Et donc, ça ouvre pas mal de portes, en fait, puisque ça rend tout à fait accessible, enfin, on va dire, ce type de voyage. Mais il faut faire des heures de vol, enfin, il faut essayer de prouver quand même, enfin, prouver plus ou moins qu'on est compétent pour Bien ça, sûr. ou pas du tout? Voilà. Oui, bien sûr. Oui, évidemment, il faut tout ça est accepté sur CV en partie, et puis il y a des qualifications à remplir. Il y a aussi énormément de contrôle de sécurité pour le bateau. Donc, le bateau doit correspondre évidemment à des normes de sécurité extrêmement compliquées et extrêmement strictes, ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Mais disons que pour vous donner une idée de grandeur, ce que coûte un Vendée Globe, le Global Solo Challenge représente 1% de ce montant.
Donc c'est vraiment, on est tout à fait dans un autre esprit, une autre course. Un Vendée Globe, c'est 10 millions d'euros par an pour les écuries qui projettent de gagner le Vendée Globe. Ici, on n'est pas du tout dans ces optiques-là. Moi, je pourrais avoir l'équivalent d'une demi-quille d'un bateau qui fait le Vendée Globe et j'aurais assez de budget pour faire mon voyage, quoi. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. La différence est ce que énorme. j'aime bien, enfin, certes, c'est entre guillemets amateur, mais ce que je trouve très chouette, c'est que voilà, il y a une toute autre approche et il faut comparer ce qui est comparable. Donc, à part le trajet, il n'y a pas grand-chose de comparable, puisque tu dis taille des bateaux, c'est difficile de comparer. Effectivement, l'entraînement est tout à fait différent, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est la pollution, qui est aussi excessivement différente, puisque un bateau de course, voilà, j'ai interviewé aussi bien Nick de Westhaven que Stan Turay. Je suppose que tu connais un peu Stan Turay, et donc ça fait qu'il a un peu tourné le dos à un monde de l'ultra-compétition qui allait peut-être pas dans le bon sens pour la planète. Et donc, quand tu vois effectivement le bilan carbone aussi de ce genre de course, que ce soit pour la fibre de verre des bateaux, pour les foils, pour enfin, au total, c'est absolument affolant. Chez vous, justement, il y a cette volonté de ne pas mettre à la casse trop vite ces bateaux de course. Ça, c'est un aspect que je trouve très intéressant. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça correspondait très bien à l'état d'esprit, enfin à mon état d'esprit, puisque nous, on a fait un tour du monde ici. Notre premier tour du monde, on l'a fait sur un bateau qu'on avait acheté, il avait déjà 30 ans. Donc c'est un bateau de 1994 et il a fait très très bien le parcours puisqu'on l'a équipé, on l'a rafraîchi, etc. Et donc ce qui permet de réutiliser des bateaux qui sont déjà dans le circuit et qui sont tout à fait performants. Et c'est vrai que cette course n'est pas non plus le Vendée Globe, c'est un peu apparenté à la Formule 1, hein, donc c'est le développement technologique qui s'arrête jamais en fait. Hein, c'est toujours la recherche de la technologie. Et ici, le Global Solo Challenge, c'est aussi beaucoup plus accentué sur l'aventure humaine. Une aventure pour réussir à aligner le bateau sur la ligne de départ avec des moyens qui sont quand même somme toute beaucoup plus à taille humaine, avec des bateaux qui ont déjà fait plusieurs courses. Mon bateau, par exemple, avec lequel je vais courir, a déjà fait 90 000 milles. Donc c'est énorme. J'ai pas compté, mais ce bateau doit avoir fait une vingtaine de transatlantiques. Donc c'est aussi une volonté de l'organisateur d'espérer que personne ne construira un bateau pour l'événement, quoi. Ah yes, l'organisateur qui est Marco Nannini. Un ancien, je suppose un ancien. Un ancien, exactement, capornier qui a fait le tour du monde par le bas, en double, en classe 40. D'accord. Non, je trouve que l'esprit de cette course m'a l'air tout à fait intéressant, vraiment. C'est des courses c'est vrai qu'on est attiré par les grandes choses comme ça, je trouve, enfin, le Vendée Globe, etc. C'est clair, ça continue à te faire rêver. Mais d'un autre côté, quand tu commences à voir les coulisses, tu dis peut-être pas si propre quand même. Donc après, on voit quand c'est des courses avec des vieux bateaux, énormément de choses manuelles. Je sais plus c'est lequel là, qui est vraiment un peu héroïque. Exactement. Et puis il y a le vôtre. Comment c'est? Le Golden Globe Race, ça c'est encore autre chose, c'est vraiment une course à l'ancienne, sans instruments, sans rien, avec des bateaux qui ont 40, 50 ans, c'est hallucinant. Ouais, je veux dire, plus je connais, plus j'admire ça, plus j'aime ce que vous faites, plus je reviens à la Mini Transat, tu vois, où t'as aussi où c'est pas que le budget qui compte. C'est vrai qu'il y a tellement une course effrénée aussi à la recherche. C'est très bien la recherche technologique, je ne dis pas, mais à partir du moment où ça met des bateaux tout à fait compétents à la casse, où ça casse des baleines et du cachalot aussi, parce qu'on ne veut pas dévier d'un iota une ligne, parce que même si ça, on sait que ça va traverser des endroits où il y a des cétacés, parce qu'il n'y a rien à faire, il faut être le premier, parce qu'il y a des sponsors aussi qui attendent que ça, et que vu les budgets, on a intérêt à garder ces sponsors. Tu dis, il y a quand même une course en avant qui va pas, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, tout à fait, bien sûr. Et ce que je reproche un petit peu, c'est que c'est moins... C'est-à-dire, ce que je trouve dommage, c'est que toutes ces grandes courses, on l'a vu ici récemment dans l'Arkea Ultimate Challenge, donc le Tour du monde en trimaran, c'est qu'on s'éloigne un petit peu de l'aventure humaine et de l'aventure vraiment de la personne qui fait ça aussi, quoi. On parle énormément des sponsors, de l'argent, des bateaux, etc. Et en fait, plus personne se rend compte que la prouesse du mec qui vient de faire ça est énorme, quoi. L'aventure vraiment humaine est forte, quoi. Tu as vu que Yann Keunet vient de repartir, là? Oui. Avec son petit baluchon de 6 mètres. Ça, c'est encore toute autre chose, évidemment, comme approche. Exactement.
Quand je vois en tout cas l'accueil de mes épisodes, il est tout aussi bien reçu qu'un Yannick Évidemment. Bestaven et je trouve que ça fait réfléchir quand même. Non, ça devrait faire réfléchir les Exactement. sponsors aussi. Sauf que Yann voudra jamais de sponsor. Exactement, exactement. Mais Yann, on l'a connu sur le Tour du Monde en 2019. On s'est rencontrés la première fois aux îles Marquises. Ah, génial! Ah oui, les Ah oui, Marquises! oui, Oui, oui. oui, oui, Et en ok. fait, on a fait le tour dans les mêmes années, en fait. On a tourné en même temps. Ok. Et on s'est revus à Tahiti et puis à l'île de la Réunion. En fait, il est arrivé une semaine avant nous. Et je Hein. n'oublierai jamais ce moment parce que Yann Kenney nous a accueillis, nous a pris nos amarres sur le ponton. Nous, on venait de naviguer 68 jours depuis la Polynésie française sans escale. Et lui nous attendait avec 2 ananas et 2 pains au chocolat. Et juste pour nous Allez! accueillir. Et c'était Oh, juste trop fabuleux. chou! Ouais, ouais. Ah, Et c'est un mec puis, super. Justement, à Into the Blue, on est allé manger avec lui au resto après, avec Didier Noiron. voilà. C'était trop, trop sympa. Il est génial. Il écrit Ouais, c'est très un type bien. J'ai son charmant. livre. Il est génial. Je le recommande souvent. Mais voilà. Je reglisse Clairement. le mot. Le livre de Clairement. Yann Kenney. En attendant qu'il revienne avec de Clairement. nouvelles aventures à nous raconter. Ah, aux Marquises, oui, mais Exactement. c'est pas là justement qu'il avait rencontré le navigateur. Allez, Oui, Olivier de Kersauzon. voilà, de Oui, il Kersozon. l'a rencontré à Raiatea, ouais, enfin près de Tahiti. Ouais. Ah, Yann, c'est bien. Mais donc, vous avez eu la même galère de. Pas d'Australie, pas mettre les pieds en Australie ou des choses comme ça. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ah, ouais, En ouais, fait, quand ouais. on est parti de Polynésie, tous les territoires étaient fermés et le seul territoire pour nous qui était ouvert, c'était l'île de la Réunion. Parce que l'île de la Réunion est un département vraiment français, donc c'est un territoire vraiment européen. Mhm. Et on pouvait évidemment pas nous refuser l'entrée. Donc on a traversé en fait l'ensemble du Pacifique Ouest et l'ensemble de l'océan Indien pour arriver là. Ouais. D'accord. Oh, j'ai un blanc dans mes questions parce que je suis en train d'imaginer Yann tout souriant avec ses ananas et ses petits pains au Ouais, chocolat. Je trouve ça c'est trop clair. culte. C'est clair. Ok. Ah oui, ça fait combien de jours tu disais alors que ça a fait cette traversée quand tu peux pas passer par l'Australie, hein? Alors nous, on a parcouru 9800 milles, donc presque 20 000 km, 18 000 km sans s'arrêter. Et on a mis 68 jours Ouais, de ouais, ouais. navigation sans toucher terre, ouais. Ah ouais, alors Sans avoir un mettre pied à accueil terre. pareil, trop Ouais, génial. ouais, à fond. J'ai des questions de mes petites filles, comme toujours dans le podcast. Donc, Ok. attends, où est-ce que j'ai enregistré ça? Oui, c'est bien là. Puisqu'on vient de parler de quelques belles destinations de noms qui font carrément rêver. Bonjour Jérôme, quels étaient tes endroits préférés en voilier? Ok. Alors maintenant que ce soit Bonjour. en mer ou sur terre, on ne sait pas, hein, mais... Oui. Bah, pour moi, le plus beau, ça reste quand même les atolls en Polynésie et Mhm. l'archipel des Australes qui est vraiment super, super nature et vraiment très, très riche au niveau de la nature et au niveau de la navigation, quoi. Pour moi, c'est le plus bel endroit. Par contre, Caroline, par exemple, elle a adoré l'Afrique du Sud, Mhm. qui est beaucoup plus compliqué au niveau navigation, mais dont la communauté vraiment des navigateurs est ultra soudée et est vraiment très, très proche de, de- des problèmes de la navigation et très proche, très, très soudée. Donc c'était vraiment extra. Ouais, c'est vrai que tu as certainement, enfin, c'est un peu la solidarité dans la rudesse, hein, tous là où il faut un peu se serrer les Exactement, coudes, parce que Cap Horn, tout à bah, fait. c'est pas le plus simple, hein, à Non. gérer. Donc, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui était remarquable? Quelque chose qui te marque pour expliquer un peu justement cette mentalité de l'Afrique du Sud? Bah, l'Afrique du Sud, à chaque fois qu'on arrivait dans une marina ou un mouillage, les gens systématiquement venaient à nous, quoi, tout le temps. Donc Mm. vraiment la curiosité à l'état pur, la rencontre à l'état pur et vraiment la compréhension en fait des problèmes au niveau météo, des problèmes de la rudesse, comme tu disais, de la mer. Et ça, c'est assez rare parce que très souvent, on a affaire à des communautés de voileux qui sont pas spécialement voyageurs. Ils naviguent un petit peu le dimanche comme ça, ils font 3 ronds dans l'eau et en fait, ils n'ont pas spécialement conscience de Mm. l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors qu'en Afrique du Sud, ils ont parfaitement conscience du danger et de la météo, de la rudesse du temps, etc. Et donc, il y a vraiment une approche tout à fait différente. Mhm. Et ton type de mer préféré à naviguer? Euh, Bah, moi j'aime bien l'Atlantique parce que c'est chez nous quoi, enfin c'est chez moi donc j'aime beaucoup ça. Après c'est sûr que tout dépend où. C'est sûr naviguer dans une eau à 28 degrés c'est tout de suite plus sympa que naviguer dans une eau à 10 quoi. Mais indépendamment de ça, je pense que en fait chaque partie du monde a ses émerveillements et on peut être émerveillé n'importe où.
Et je pense que venir en bateau dans un endroit, je considère qu'il n'y a rien de plus beau et de plus magique, parce qu'on arrivé depuis la mer, on s'imprègne vraiment lentement du paysage, on s'imprègne des lieux, et du coup, chaque endroit est magique en fait. Hmm. Je me demandais, tiens, c'est vrai, on n'entend pas souvent parler des Polynésiens qui sont pourtant des marins de feu depuis des siècles dans toutes les courses, etc. Ou c'est moi qui suis trop novice sur le sujet pour ne pas me rendre compte qu'il y a des grands noms Non, dans alors là-bas. les Polynésiens sont pas spécialement très très accueillants envers les navigateurs qui viennent de l'étranger. Ok. Il y a une espèce de racisme anti-blanc un peu malsain. Alors ça dépend où. Aux Mhm. Marquises, pas du tout, mais à Tahiti, tout ça, c'est assez impressionnant. Et donc Mhm. du coup, il y a très très peu de Polynésiens qui naviguent à la voile en fait. Vraiment très peu. Mhm. Moi, j'en connais pas quoi, clairement. Voilà, on n'en a jamais vu, on n'en a jamais croisé, et sans doute, ça existe, mais j'ai aucune idée. Ouais, c'est ça, parce que quand tu vois tous les Maoris, etc., qui ont colonisé, qu'on Exact, retrouve encore dans les traits de visage en Nouvelle-Zélande, ou même certaines personnes qui sont encore clairement typées comme ça, oui, tout à on se fait, dit, ouais. mais ils ont été tellement loin, Ouais. on n'entend plus trop parler sur les voiliers, donc non, ils Non, sont restés à cette autre... D'accord. Ah, je savais pas qu'il y avait ce racisme un petit peu... Bon, après, ils n'ont pas que des bons souvenirs des Blancs, hein, on peut leur pardonner, hein. bien sûr, enfin, ça engage que moi évidemment, et c'est notre expérience à nous, hein, bien sûr. Ouais, Mais en tout cas, ouais, ça, c'est pour ce côté-là, c'est un peu moins sympa. Par contre, pour tout le reste et pour la beauté des paysages, ça a coupé le souffle. d'accord. Les Marquises, par contre, tu comprends Jacques Brel. Et ouais, tout à fait. Tout à fait. Quand on arrivait à la suite de notre traversée depuis les Galapagos, on est arrivé dans la même baie où Jacques Brel avait jeté l'ancre plus de 50 ans avant. Et c'est vrai que bon, on a vu son avion sur place, etc. Et c'est des endroits qui, à mon avis, restent très très dans leur jus et qui bougent très peu en fait, hein, qui Mhm. restent un petit peu Ouais, dans leur ça couleur fait du locale. bien. Exact. Il était où, lui, Gauguin? Je sais plus. C'était Oui, aussi Gauguin, Marquise? à Ivaoa aussi, sur la même île. Ok, Sur la même île. ouais. C'est la bonne adresse. C'est ça, c'est ça. Ok, question de mon autre petite fille maintenant, du coup. Amandine. Bonjour Jérôme, quel type de voilier tu as déjà pivoté? Elle veut dire piloter, mais elle dit pivoter. Puis elle Ok. dit ah, mais si on pourrait pas la refaire. Je dis non, c'est trop mignon. Ok. Ok, bah, bonjour Amandine. Bah, là, principalement, en fait, un peu tout ce qui est une voile. Donc, des voiliers à une coque, des voiliers à deux coques, des voiliers à deux mâts, des voiliers à trois coques. Voilà, donc il y a énormément de modèles différents, évidemment, et je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour tous les faire. Hein, mais dans les configurations de voile et les configurations de coque, je pense que j'ai déjà un bon aperçu. Ouais. Mhm. Ah, mais écoute, j'ai interviewé pas longtemps Briec Jaffrès, qui est professeur sur le Bélem, en parlant de voile. Ça, Ok, c'est un ah voile waouh. carré, quoi. Ouais, Ouais, c'est quelque chose aussi, ah, ça, tout à hein. fait. Oui, oui, Ça bien tend. sûr. Ouais, là, on est évidemment pas du tout dans la plaisance, mais oui, c'est impressionnant. Hein, Ouais, ouais, c'est du impressionnant. sacré. C'est un fameux trois-mâts. Exact. Je sais pas s'il en a Tout trois à fait. d'ailleurs, mais c'est juste Ouais. pour la référence à la chanson. Quels sont justement, pour revenir à ton type de bateau, c'était le Tiki? Comment il s'appelait ton nom? Roxy. Roxy. Je me dis, je suis sûre qu'il y a un K, non, c'est Ouais. un X. Bon, bravo. Ouais, par contre, le chat s'appelle Tiki. Ah, c'est ça, il y C'est avait ça. bien un Tiki quelque part. Ouais. Et il vient d'où encore? Il a été adopté en cours de route, celui-là, je crois, hein. Ouais, on l'a recueilli au bord de la mort, ce petit chaton, aux îles Marquises, à Ivaoa Mm. justement. Et puis en reprenant ce petit chaton, pour la petite histoire, ouais, il était en train de se faire dévorer vivant par les fourmis. C'était juste Ouh. atroce. On pouvait juste pas laisser ce petit animal comme ça. Non. Et on s'était dit tout à fait innocemment, bon allez, on va lui donner une petite boîte de thon, et puis le lendemain ou le surlendemain, hop, à terre, et on le fout dans une famille, quoi. Mhm. Et puis évidemment, ben, au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, 3 mois, au bout de 3 mois, on a dit bienvenue à bord. Hein. Et on a continué le voyage avec le chat. Et le chat est arrivé à peu près 15 000 milles plus loin. Et ici, il est toujours avec nous, en Espagne. Ici. Oh, trop chouette. Mais donc, Roxy. Roxy, ouais. Voilà, vous avez fait donc le tour avec, hein, le tour du monde. Tu disais, point de vue confort, c'est un peu moins ça. C'est quoi les challenges alors quand on prend ce genre de navire plutôt prévu pour la course, pour une navigation plus plaisante, plus... Voilà.
Nous, notre objectif, c'était de rester assez léger, parce qu'un bateau, c'est aussi quelque chose qui se mouvoie sur l'eau à l'aide du vent. Donc, au plus on est léger, au plus on se mouvoie rapidement et avec aisance et contrôle. Et donc, pour nous, on voulait absolument pas tomber dans les excès et les extrêmes de la croisière qu'on voit souvent avec les gros arceaux, les gros annexes derrière qui sont attachés un peu n'importe comment. En fait, on n'était pas du tout dans cet objectif-là. On voulait absolument avoir le moins possible et faire le plus de choses avec le moins possible, quoi. Clairement, c'est un concept. En fait, vivre sur un bateau, c'est un peu un concept. On se rapproche très fort du concept du minimalisme, en fait. Oui, Et on s'est rendu compte au fil des années que clairement, on embarque toujours trop. D'ailleurs, il y a des choses dans notre bateau qui étaient en trop. Et donc, nous, notre confort, c'était axé vraiment sur la légèreté du bateau, quoi. Attends, justement, le fameux Brieg, là, qui organise des aventures vraiment en tout genre, il a tout fait. À chaque fois que tu lui parles, petit père tranquille, il dit « Ah oui, ça, oui, j'avais fait. » Mais sans se vanter, c'est juste pour... Et puis alors, mais donc, pour la rando aussi, il apprend aussi un peu aux gens à faire leur premier pas dans les grandes randonnées, etc. Donc, D'accord. il dit « On emporte toujours trop. » Là aussi, dans le sac à dos. Il dit « On emporte le poids de sa peur. » Et ça, je trouve ça très, très beau comme Ça, c'est une belle phrase. formulation. Hein. Ouais. Tout à fait. C'est la même chose partout. Hein. Ouais, clairement. Et donc pour le bateau aussi. Mais t'es quand même pas au truc où, comme on voit justement dans les bateaux du Vendée Globe, où t'as une couchette sur le long à gauche et une autre sur le long à droite, hyper inconfortable. Vous avez quand même un minimum d'aménagement plaisancier Dans Roxy, on a fait un tour du monde pendant 2 ans et demi. On n'avait pas d'eau chaude à bord, par exemple. Et on n'avait pas de lit double non plus. Ok. Parce que l'espace de stockage dans le bateau était d'abord privilégié pour le stockage des voiles, des vivres et des pièces détachées, etc., plutôt que d'avoir une couchette double. Donc on a fait en fait vraiment tout ce choix, et ce sacrifice, on va dire, vraiment plus axé pour le plaisir de navigation. Donc c'est sûr, on avait en termes de confort, on n'avait pas grand-chose, quoi. Vous aviez vraiment alors couchette à gauche, couchette à droite, des deux côtés. Oui, on a dormi séparément pendant tout le voyage. Ouais. Ah bah voilà, écoute, peut-être ça évite certaines disputes. Hein. Exact. T'as encore ronflé dans mon oreille toute la nuit. C'est pas ça. moi, c'était le moteur. Non, il n'y a pas de moteur, justement. Non. C'est ça, il n'y a pas de baignoire, mais il y a deux lits séparés. Et cuisine, non, vous n'avez pas été sur réchaud tout le temps. Vous aviez quand même Oui, alors il y avait quand même une petite cuisine. Alors c'est vrai que pour le tour du monde, avoir un petit four, c'est génial parce qu'on peut faire son pain soi-même. On peut toujours avoir quelques petites délicatesses culinaires, même quand on est dans des endroits à circuler. Donc ça, c'est assez primordial, ouais, en tout cas pour nous. Mais pour le reste, après tout est vraiment une question de choix et je pense que voilà, qui sommes-nous pour juger certaines personnes qui partent suréquipées? Absolument personne. Il faut faire. On peut sortir un peu de sa zone de confort, mais il ne faut pas se catapulter en dehors, sinon on passe juste pas Bien bon sûr. temps. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a aussi une autre donnée, c'est plus de confort et plus de gadgets que l'on retrouve dans nos maisons. Les mettre dans les bateaux, c'est très bien, mais ça demande énormément d'entretien, ça demande énormément d'attention. Et en fait, tout ce temps qu'on passe à réparer tous ces accessoires de confort, c'est le temps qu'on passe pas à la plage ou à la montagne ou en randonnée. Et donc pour nous, c'était aussi un leitmotiv de partir avec des choses très simples qui puissent se réparer et s'entretenir facilement pour qu'on puisse se dégager du temps tout simplement pour les visites, quoi, et pour l'exploration de ces zones. Ouais, complètement. Vous finirez dans le bateau Diane Kenney. Hein. Ouais, c'est clair. Et qu'elles sont, voilà, justement, ces petites erreurs, ces trucs qu'on croit bons d'emmener? Qu'est-ce que tu as déjà vu plusieurs fois? Est-ce que tu as déjà entendu plusieurs fois les mêmes choses qui revenaient en disant ouais, finalement, ce truc-là, ça avait l'air bien, puis on aurait mieux fait de pas le prendre, typiquement? Ouais, plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde de la plaisance, malheureusement, les constructeurs essayent de calquer au maximum le confort qu'on a dans la maison et le transposer dans un bateau. Mais c'est pas toujours la meilleure solution pour voyager, puisque on voit des bateaux comme le bateau dans lequel je suis aujourd'hui, avec la climatisation, avec de l'eau chaude, des congélateurs, etc. Et en fait, c'est pas spécialement toujours adapté dans des coins très isolés où en fait ces accessoires et ces gadgets tombent relativement en panne ou à défaut, etc. Pareil pour les équipements allez, exemple. On a embarqué un barbecue qu'on n'a jamais utilisé. Tout simplement parce que aller sur la plage et ramasser quelques bouts de bois et les mettre entre quelques pierres, ça fonctionne aussi.
on s'embête parfois de quelques gadgets qui sont pas nécessaires. D'accord. D'autres choses auxquelles, s'il y a quelques personnes qui se disent « Ah, je voudrais prendre déjà quelques astuces ». Donc, on peut te commander des séminaires apparemment. Enfin, tu donnes des cours de temps en temps. On peut te faire appel à toi pour ça. Oui, alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de proposer quelques petits événements sans prétention, hein, mais simplement partager un peu de vécu et partager un peu des conseils de temps à autre. Donc chaque hiver, là, depuis 2 ans maintenant, on fait un petit tour avec dans les yacht clubs et dans quelques petites salles pour donner quelques conférences sur des sujets axés sur la technique ou tout à fait nautiques. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et spécialement cette année, on va revenir au festival Into the Blue et avec un nouveau sujet de masterclass, et il y aura un petit suivi de conférences derrière sur pas mal de sujets. Génial. Ah, donc ça y est, c'est fait. Vous revenez. C'est bon. Oui, c'est ça. Ouais, vu l'énergie que vous avez, c'est clair que c'est très agréable de le suivre. À mon avis, il y en a plusieurs qui seront contents de se réinscrire à ma masterclass. Tu peux déjà nous dire quel sera le sujet de cette masterclass ? Alors le sujet, ce sera pièges, arnaques, joie et bonheur de la location de voiliers. Donc ce sera une masterclass axée sur les avantages, les inconvénients de la location en voilier, avec les petits trucs, les choses à éviter, notre feedback et notre ressenti, nos petits conseils là-dessus. Et puis il y aura une série de dates qui mettront en avant principalement 2 sujets: la navigation dans les îles Baléares, donc là aussi les escales, les petits trucs, les mouillages, etc. Et un sujet typiquement technique sur le gréement d'un voilier. Comment ça fonctionne, ce que c'est, etc. Donc un peu plus technique. Chouette. Oui. Cool. Et puis on se reverra alors des visus. Carrément. Et les belles rencontres, c'est toujours intéressant, les rencontres animales, navigateurs. Alors, est-ce que vous avez des petits visiteurs déjà un félin, ça c'est clair, enfin ça c'est vous qui l'avez ramené à bord. Oui. Sinon, des mers ou des airs, est-ce qu'il y avait des visiteurs autour du bateau ou sur le bateau ? Oui, bien sûr. Après, les visiteurs marins, ils sont assez nombreux. Ça dépend les zones de navigation, évidemment, mais dans certaines zones, ils sont assez nombreux. C'est toujours malheureusement trop éphémère. À mon sens, en tout cas, on aimerait évidemment les voir beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps, surtout. Mais c'est surtout les oiseaux, en fait, qui sont assez surprenants parce qu'ils viennent à bord du bateau et ils restent parfois à bord du bateau pendant plus de 10 jours. Ah oui. Donc, oui, c'est incroyable. Ils arrivent en fait donc c'est vraiment les oiseaux sauvages, hein, des fous de bassin, etc., qui viennent à bord. Et puis ils dorment en fait la nuit posés sur le pont. Et donc dès que le soleil se lève, ils s'envolent du bateau et ils partent chasser. Et puis on les voit jamais de la journée. Et au crépuscule, quand le soleil tombe, pouf, les oiseaux arrivent et ils se posent et ils passent la nuit sur le pont. Et alors c'est dingue parce qu'on sait que ce sont les mêmes, on les reconnaît, quoi. Ils ont parfois une plume un peu écorchée ou le bec d'une certaine couleur, etc. Et donc c'est très comique parce que les premiers jours, il y a énormément d'appréhension, évidemment, on peut pas les approcher, dès qu'on approche, ils s'envolent, etc., etc. Et puis en fait, au bout du 10e jour, on leur donne à manger dans la main, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est super. C'est le jour où ils reviennent plus, tu dis « Oh !» Oui, exactement. Mais il n'a pas laissé de petits mots en plus. Enfin, il l'a laissé peut-être à sa manière, mais il va falloir laver le pont, quoi. Exact. C'est ça. Et point de vue mammifères marins, qu'est-ce que vous voyez comme ça ? Ouais, il y a toute une série de dauphins, évidemment, des globicéphales, des baleines. On a vu cachalot aussi. Après, pas mal de tortues, évidemment. Et puis en Polynésie, dans les lagons, ça c'est sûr, c'est des aquariums vivants. Hein, donc on nage avec les raimentas, les tortues, les requins aussi, beaucoup. Donc c'est vraiment très agréable parce que c'est des endroits du monde où on peut encore avoir des contacts très 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 privilégiés avec la faune sauvage, quoi. Ouais. Génial. Et point de vue touché, parce qu'on entend, je commence à être de plus en plus consciente du problème des courses, comme je te disais, où quand tu as un bateau qui va très vite, qui percute apparemment les baleines, etc., on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, elles se font avoir. Bon, quand c'est un truc à moteur, apparemment le son est tellement omniprésent qu'on peut comprendre, mais quand c'est un voilier, peut-être qu'elles devraient avoir plus facile à le repérer. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu as déjà eu le cas de heurter un animal, ou quand le bateau est plus long, en fait, ce genre de problème se pose pas ou moins ?
Alors quand le bateau est plus lent, il y a beaucoup moins de problèmes. En tout cas, j'ai entendu beaucoup moins d'histoires. Le problème avec les bateaux de course qui vont à plus de 20 nœuds, c'est que leurs trajectoires sont vraiment très rapides et donc les animaux ont parfois, très souvent, pas le temps de s'écarter. Par contre, moi ça m'est déjà arrivé, hein, donc sur le tour du monde, en partant des Canaries, on a heurté probablement un animal. Alors ça s'est passé de nuit, donc on n'a aucune idée, mais vu l'impact et vu la localisation de l'impact, j'imagine que ça doit être un animal. Et bon, ça nous a causé une voie d'eau, on a dû faire du mytho, etc., etc. Mais c'est une vraie problématique effectivement. Et aujourd'hui, pas mal de systèmes sont à l'étude, hein, notamment le système Oscar, par exemple, pour essayer d'identifier des objets à fleur d'eau, etc., etc. Mais tout ça, je pense, est encore en phase vraiment de développement et nécessitera pas mal d'années encore pour être au point, je pense. Oui, bah ouais, parce qu'on parlait du... Yannick Bestaven, il a une espèce de... qui mettait des ultrasons, comme Oui, font certains bateaux de pêche pour essayer d'éloigner les dauphins, justement, etc. Mais ça fait du bruit en plus, il y a déjà tellement de bruit dans l'océan est-ce qu'on bien va sûr. pas complètement les rendre dingues à la fin Exactement. Le Oui, bruit et n'est puis pas on n'a toujours la aucun solution. recul sur... Oui, Ouais. exactement. Parce qu'on Ouais. voit que des paquebots énormes, qu'il y en avait un qui était revenu avec sur l'étrave encore une baleine qui était en bonne santé apparemment d'après l'autopsie, mais qui s'est fait harponner par la proue et qui est arrivé au port avec eux. C'est là qu'ils se sont rendus compte d'ailleurs qu'il y avait une baleine qui était là. Et pourtant ça fait du bruit, donc on se dit pourquoi elle n'est pas partie. Ouais. Mais donc on connaît encore très très mal tous ces Ouais, bien phénomènes. sûr. Après, est-ce que des systèmes se créent sur les voitures pour éviter de choper des sangliers ou des chevreuils en Ardennes? Non. Non, Pourtant, ça arrive tous les jours. Et Donc, ouais. je veux dire, c'est la même problématique partout. Mais on est bien d'accord. Et on s'habitue à avoir ce problème. Voilà, et que ce soit sous la mer ou sur la terre, la problématique est bien réelle. Et Ouais, tout à je fait. pense que percuter des baleines avec un bateau de course, c'est vrai que c'est absolument terrible. Mais ça l'est tout autant de percuter un cerf avec votre voiture familiale quand vous faites un week-end dans les Ardennes. Tout à fait bien dit. Et Ouais. pourtant, on va dire, on soulève moins de problèmes sur ce cas-là, mais On s'est on habitué. pointe un peu plus facilement du doigt les bateaux de course avec les baleines, mais ça arrive malheureusement dans plein de situations. Ouais, t'as raison. Donc c'est un truc, on se dit, c'est dommage, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être rouler moins vite déjà. Donc en tout cas, c'est intéressant Oui. de savoir que, voilà, est-ce qu'il faut vraiment toujours aller plus vite Ça, si c'est ce une n'est vraie bon question. que pour nous? Exactement, et je pense que Yann Kenney a déjà bien répondu et a fait le tour de la question, et je pense que tout à fait, peut-être que voyager à la voile, c'est quand même le moyen de transport le plus lent et le plus inconfortable qui est, hein, donc on va quand même beaucoup moins vite en voilier qu'à vélo, quoi, ou parfois même à pied. Mm-hmm. Mais c'est vrai que sur l'eau, ça peut paraître rapide pour l'environnement, quoi, c'est sûr. Ouais. Et sur l'eau, le vélo et aller à pied, c'est moins pratique. C'est moins pratique, c'est sûr. Oh, il y a certainement déjà un Hurluberlu ou l'autre qui a fait la traversée de l'Atlantique en pédalo. Hein. Je suis sûre qu'on doit trouver, mais Probablement. sans doute pas pour la rapidité. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent faire leur première circumnavigation dans le tour du monde, hein, s'ils n'ont pas ou peu d'expérience? On s'y prend par où pour monter ce genre de projet? On s'y prend par le début. Et le début, c'est en fait le début, je pense, de n'importe quelle aventure. La plus grande difficulté, en fait, pour moi, l'étape qui demande le plus d'énergie, c'est sortir de sa zone de confort et il n'y a rien à faire. Je pense que n'importe quel voyageur, aventurier de n'importe quel support dira la même chose. Je pense que le plus compliqué, c'est de le vouloir, en fait, vraiment. Et de tout mettre en œuvre pour le faire. Et je pense que partir en voilier autour du monde ou partir à vélo jusqu'en Chine ou à pied jusqu'à Cape Town, ça demande le même type de démarche, en fait. C'est simplement se dire, je quitte mon confort ici pour vivre l'aventure et vivre quelque chose dont j'ai aucune idée. Et je pense que le plus important pour moi, c'est avoir la volonté de le faire et de s'y lancer à bras ouverts. Pour tout le reste, ça vient petit à petit, et trouver le bateau, apprendre à naviguer, tout ça, c'est pas le plus important, en fait, parce que ça se fait naturellement. Quand on est motivé, quand on a la volonté, ça se fait. Tout ça ne sont pas des obstacles. Pareil pour que ce soit la gestion de la météo, des escales, etc. Tout ça ne sont que détails par rapport au plus important pour moi. Et le plus important, c'est vraiment
d'avoir la volonté de sortir de sa zone de confort et de s'immerger dans ce genre de projet à fond. Ah, bon, je vais la massacrer parce que je l'ai plus tout à fait en tête, mais c'est justement Brel, hein, notre ami Jacques Brel, qui disait le plus dur pour celui qui veut faire à partir de Vilvoorde pour aller jusqu'à Pékin, c'est pas d'arriver à Pékin, c'est de quitter Vilvoorde. Hein. Exactement. C'est le départ. C'est sûr. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais, carrément. Mais sinon, savoir lire un peu sa météo, ça peut être utile. Ouais, bien sûr. Tout comme se savoir se servir d'un tournevis aussi, mais c'est sûr, sur un bateau. Mais bon, je pense que le plus raisonnable, c'est vraiment ça. Et ce qu'on voit aussi souvent, c'est des gens qui précipitent trop vite le projet. Et je pense que dans la majorité des cas, les gens qui n'ont même pas ce problème d'argent, mais qui décident rapidement, trop rapidement, spontanément, de faire cette transition sans qu'il y ait une transition douce, de faire cette passation trop vite entre les deux mondes, souvent ça pose problème. Donc je pense que c'est très important de faire une passation, d'avoir un bateau au port, de s'y habituer, la vie à l'intérieur, de partager cet espace vraiment exigu avec son conjoint ou avec la personne qui partage sa vie. C'est déjà des étapes qui sont importantes à assimiler avant de partir, je pense. Ça, c'est en tout cas ce que je vois autour de nous, c'est que beaucoup de projets avortent parce qu'il n'y a pas eu cette adaptation humaine, en fait, au niveau du couple. Et donc, après un mois, ils en auront ras-le-bol du coéquipier, un partenaire. Ouais, exactement, ouais, parce que sur un bateau, je veux dire, une fois qu'on est en mer, c'est un mode de voyage particulier, parce que quand on traverse un océan, on peut pas s'enfuir, quoi. Je veux dire, si on en a marre ou si notre conjoint nous sort par les oreilles, on peut pas s'en aller et aller boire un verre au bistrot, c'est pas possible. Donc on doit faire face, on doit faire front et ça demande parfois un petit peu d'effort et de l'un et de l'autre pour réussir à avoir un combo gagnant. Ouais, c'est intéressant. Et le nord, ça ne nous intéresse pas du tout oui, ou alors vers le sud, mais aller vers vraiment les océans froids. Oui, bah là, je m'apprête à y aller, là, puisque dans les mers du Sud, l'eau, elle est à moins de 10 degrés, hein, donc elle fait à peu près 5-6 degrés, donc ça va être, la plupart, 60% du parcours, ça va se passer vraiment dans des conditions très, très froides. Ah oui, bon, bah faut aimer. Ouais. C'est ça. Tu nous en diras des nouvelles. Si tu penses un petit peu à la notion du succès, c'est quoi pour toi le succès et qu'est-ce qui a été ton plus grand succès jusqu'à présent? Le succès. Le succès pour moi, c'est arriver à concrétiser. C'est con ce que je veux dire, mais arriver à concrétiser ses rêves, quoi. Quand on a des objectifs, peu importe qu'ils soient, et qu'on y arrive, c'est toujours un succès. Pour moi, depuis bien longtemps, le succès passe absolument pas par un bon travail, une belle bagnole ou une belle baraque, mais ça passe surtout par être fidèle à ses envies et ses rêves et y arriver. Et pour moi, mon plus gros succès, c'est clairement l'aboutissement du premier tour du monde ici. Là, c'est un super succès parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis tout petit. Et puis voilà, je me suis donné les moyens de le faire. Ça n'a pas toujours été simple, mais on y est arrivé, quoi. Et pour moi, c'est vraiment fabuleux, quoi. C'était quoi l'ingrédient le plus important pour créer ce succès? Je pense que chacun d'entre nous a des événements dans sa vie qui sont déclencheurs. À nous de les écouter ou pas, hein, à nous d'en prendre conscience, de les recevoir ou pas du tout. Mais moi, par exemple, dans ma vie, j'ai eu un élément déclencheur extrême. J'ai perdu mon fils. J'avais un enfant qui est mort, qui est décédé. Et ça a fait vraiment un super gros électrochoc parce que pour moi, c'était vraiment une deuxième naissance, quoi. À ce moment-là, je suis né à nouveau. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, rien ni personne ni quoi que ce soit se mettra en travers de la route que j'ai envie de prendre. Parce que avant ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez fort, un peu mis sous cloche du modèle un peu sociétal qu'on a vite tendance à imposer, hein. Donc il faut un vrai boulot, il faut une voiture, il faut un appartement, il faut blablabla, il faut une femme, des enfants, un beau garage. Et j'étais un peu trop dans ce mode-là.
Et probablement que si j'avais suivi ce mode, jamais je serais là où je suis aujourd'hui. Et je pense que cet électrochoc, on en reçoit tous en fait dans sa vie, hein, qu'il soit violent ou pas. Je pense que ça aide à se remettre en question et ça aide à repartir, à prendre les devants et à changer son fusil d'épaule et à prendre conscience que la vie, la vie se résume à plein d'autres choses. Et se résume surtout pour moi à l'aventure, la découverte, la navigation, l'océan, etc. Et c'est important de suivre ce qu'on ressent. Même si ça déplaît à son entourage, même si ça déplaît à sa famille. Par exemple, quand Caroline et moi, on a décidé de vivre sur des voiliers, Caroline n'a plus parlé à ses parents pendant 9 mois. Tout simplement parce que ses parents ne comprenaient pas la démarche, etc. Et je pense que c'est très important de suivre, peu importe les conseils qu'on donne, en fait. Il faut s'écouter soi-même. Et je pense que des électrochocs comme ça je vais pas dire que ça fait du bien, hein, ça fait pas du bien sur le moment même, évidemment, mais avec le recul, moi je me suis dit, ce genre d'événement, ça m'a apporté beaucoup plus, quoi. Ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça a permis de renaître, quoi, vraiment. D'être beaucoup plus attentif et beaucoup plus sensible sur l'émerveillement des choses, sur la durée de la vie, qui est évidemment, somme toute, résumée à rien, en fait. Et que moi, j'ai personnellement pas du tout assez de temps pour ne pas réaliser mes projets, puisque vu le nombre de projets que j'ai en tête, j'aurai jamais assez de ma vie pour les faire. Donc, je pense qu'il vaut mieux partir et essayer de les réaliser le plus vite possible. Ouais. La vie est redevenue précieuse, quoi. Exactement, ouais. Mais on n'en a pas souvent conscience, en fait. Quand on est dans un rythme de travail, un rythme familial, j'imagine que plein de gens, enfin pas seulement moi, mais j'imagine que plein de gens n'en ont pas spécialement conscience. Et je pense que c'est important de s'arrêter, de se poser et de dire, oh, en fait, le plus important, c'est quoi? C'est ouvrir les yeux, la découverte, le voyage, la vie, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien une citation de Jacques Prévert qui dit trop tard, quand il est trop tard, il sera trop tard. La vie, c'est maintenant, quoi. Et donc, c'est vraiment ça. Ouais. C'est ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Exactement. Ouais, tout à fait. C'est celle-là. Ouais, t'as tout résumé, parce qu'en général, je demande l'échec qui t'a le plus appris. Bon, là, tu viens de me bien le prendre. Hein, je l'ai bien pris dans la gueule. Oui, moi aussi, je suis maman, vraiment... donc je me dis... Bon, c'est pas un échec parce que j'y suis pour rien. Non, mais c'est clair. Voilà, clair. Tu vois, donc c'est pas un échec personnel, j'y suis pour rien, mais non, clairement, non. ça a fait l'électrochoc d'un échec, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, après coup, beaucoup d'années, enfin, pas mal d'années plus tard, ça fait du bien d'en tirer quelque chose de positif. Oui, c'est ça. Quelque chose de... C'est le travail d'alchimiste. Qui peut amener au succès, comme tu disais. De transformer le plomb en or, c'est ce que je dis, c'est les gens qui font le travail d'alchimiste. Ouais. Waouh, ouais, ça c'était de l'histoire. Non, évidemment, c'est pas un échec, mais c'est juste la grosse claque qui nous... C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé à te relever? Alors, c'est de se dire maintenant, la vie est trop courte pour ne pas vivre ses rêves, ou c'est... Ce qui m'a aidé à me relever, c'est... Bon, d'abord, j'ai un très bon ami qui est kinésiologue, et j'avoue que sans lui, je vois pas comment je serais passé au travers. Mais indépendamment de ça, et indépendamment de son aide bien précieuse, je pense que la claque dans la tête, c'était vraiment de prendre conscience que, en fait, on est tous exposés à la mort chaque jour, et que pour moi, ça m'a aidé à ne plus être tributaire de conseils, ou de mauvais conseils, ou de gens qui disent oui, tu dois pas faire ci, tu dois faire ça, etc. Et donc ça m'a aidé à prendre ma voix, quoi, et à me libérer de tout ce poids, un peu de tout ce poids sociétal qui t'oblige à rentrer dans une ligne de conduite très 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 restreinte. Et donc je pense que ça, in fine, ça m'a apporté beaucoup plus que ça m'a ravagé, quoi. Ouais. On se relève pas en un mois de ça. Je suppose que ça a été tout un parcours bien sûr, avant d'arriver. Presque 2 ans de dépression, machin. Oui, c'était très très dur, hein, mais je pense que c'est important de recentrer dans sa vie à un moment les choses qui sont primordiales, quoi. Voilà. Ouais.
Bah écoute, un énorme merci de l'avoir partagé, Ouais, parce que avec c'est plaisir. c'est un sacré message. Et je me dis toujours, ce genre de message aide certainement quelqu'un quelque part, donc c'est génial. Mais t'as raison, c'est à ce moment-là, on se dit, c'est pas possible de gâcher sa vie en ne la vivant C'est qu'à ça, moitié, quoi. exactement. Ouais, ouais. On se sent presque le devoir de la vivre à fond, déjà pour soi, mais aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre leur vie, quoi. Oui, exactement, tout à fait. Bon, ben merci du boulot, hein. Maintenant, comment je fais Ouais, bon, désolé, pour l'ambiance est un peu rebondir? cassée, mais Non, 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 j'en ris parce que ça me fait du bien d'en rire aussi. Écoute, je suis maman aussi, donc je me dis toujours, c'est vraiment la pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est de perdre un enfant. ouais. Donc forcément, ça me touche énormément. Et du coup, ben voilà, tout ce que tu viens de me dire a encore plus de poids, mais de poids positif. Voilà, parce que ça vient de quelqu'un qui sait vraiment ce dont il parle. Comment te prépares-tu à ton gros challenge du Globe maintenant qui m'intéresse? Enfin, d'abord, t'as ce qui va arriver là, donc tu m'as dit que tu repartais pour les 3 caps, c'est ça? Oui, donc la Global Solo Challenge en 2027, donc c'est cette Mhm. course par les 3 caps sans escale, sans assistance, en solitaire. Et là, on s'est donné, enfin, je me suis donné à peu près 4 ans pour y parvenir. Donc là, on a déjà passé une année. Donc 2027, c'est dans 3 ans. Et à ce stade, on a déjà le bateau, on a déjà une petite équipe de bénévoles super motivés qui sont là derrière, en train de soutenir le projet, d'essayer d'aider, etc. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, hein. Notre plus grand objectif maintenant, c'est d'essayer de trouver quelques partenaires financiers pour supporter le projet et pour équiper le bateau en fait. Et Mhm. puis, je pense qu'on va rentrer dans une phase préparatoire technique assez intense. Donc, cet hiver, on va sortir le bateau hors de l'eau et en faire une première phase de travaux pour la préparation du projet. Et Mhm. parce que c'est vrai qu'il faut jamais oublier que la voile, c'est aussi un sport très mécanique, hein, évidemment. Il y a énormément Mhm. de mécanique, de pièces détachées, etc. Et donc, parfois, la moindre petite pièce peut faire capoter le projet en entier. Donc, il vaut mieux que tout soit réglé dans les moindres virgules. Ouais, ouais, clairement, Et ouais. donc, voilà, on On prend finira. le temps de le faire bien. Ouais, ouais, ouais. On finira par emmener des imprimantes 3D à bord parce que le nombre de petits Oui, bazars qui peuvent, hein, c'est vrai. le boulon bazar, Ouais, le truc comme ça, c'est ouais, tout à fait. l'histoire qui m'a le plus bluffé. Ouais, ouais, je crois que tu la connais parce qu'elle est tellement dans les annales du Vendée Globe, justement. C'était Yves Parlier, hein, qui a, en bouffant des algues, puis Ouais, inventé un four pour refaire son mât. Enfin, tu te dis, alors là, ouais. l'inspecteur gadget en action. Ouais, c'est vrai C'est- que ça développe un peu la créativité. Ouais, ouais, Ce genre de ouais, ouais, non. parcours, ouais, c'est vrai. Tu te dis, on peut quand même si on n'a pas les bonnes pièces, alors il n'y a peut-être pas besoin de l'imprimante 3D, mais alors faut pouvoir s'appeler Yves Parlier quand même, parce que Oui, ça le c'est coup sûr. du C'est pas four donné et à tout le tout, monde. Ouais, ça c'est purée, clair. c'est démentiel, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves Parlier, c'est-à-dire comme moi avant l'épisode que j'ai eu le bonheur d'enregistrer avec Laura Girard et Sébastien Blémont sur leur film Les rêves ne meurent jamais, je laisse Sébastien vous expliquer qui est Yves Parlier. Il fait ça tellement bien. On voulait mettre Yves Parlier, dans le film, pas forcément parce que c'est le père spirituel de Yannick, ni parce qu'il a tout gagné ou presque, mais plus parce que c'est un ovni. Pour moi, c'est l'ovni des rêves, c'est-à-dire jusqu'où tu peux aller pour réaliser ton rêve. Le mec est dans les 40e rugissants, il démate, mais il y a aucun autre skipper, mais aucun. Ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, et j'en suis sûr, qui ferait, ce qu'a fait Yves Parlier. Tu démates dans les 40e rugissants, tu déclenches ta balise, tu appelles les secours, t'attends et tu serres les fesses vraiment pour qu'on vienne te chercher. Eh ben non, le gars, il a plus de mât, il récupère son morceau de mât qui est dans l'eau, il fabrique, il invente un four et il dit: «Je vais recoller mon mât». Allez hop, pendant 3 semaines, parce que ça, c'est dans les 40e rugissants,
3 semaines où il avance à 2 ou 3 nœuds, c'est-à-dire à 3 km/h, avec le petit bout de mât qui lui restait avec une petite voile pour aller s'abriter près d'une île pour pas qu'il ait le vent et pour pouvoir recoller son mât. Déjà, tu te fais ça, déjà, tu as 3 semaines juste de navigation pour aller à un endroit où tu peux éventuellement le faire. Après, tu recolles ton mât. Ça, personne ne comprend comment il a réussi, c'est quand même dingue. Mais une fois que ça, c'est fini, c'est pas fini l'histoire. Il faut redresser le mât. Le mât, il te faut 400 personnes, il faut des machines, des trucs de fou, ça pèse 200 kilos un mât de carbone. Donc tu peux pas tout seul. Le mec, il invente un cordage de 300 mètres de long, il redresse son mât, et une fois que ça c'est fait, il remet 15 jours pour mettre sa voile, et une fois que ça c'est fait, ah bah merde, j'ai plus de bouffe. Bon bah c'est pas grave, je vais manger des algues. Et là, tu te dis, et là, c'est ça. Et là, moi, ce qui m'a bluffé au-delà de l'histoire, c'est de te dire qu'il y a des gens qui sont capables, alors c'est quand même rare, mais je pense que oui, c'est très, très rare, mais de voir ce qu'il est capable de faire pour aller au bout de son rêve, ah bah lui, s'il y a un maître des rêves, pour moi, c'est Yves Parlier. Si vous avez aimé l'enthousiasme de Sébastien dans ce passage, eh bien tout l'épisode est comme ça. C'est l'épisode 49 du 10 mars 2023. Je vous mets cela aussi dans les notes. N'hésitez pas à mettre sur pause pour aller ajouter cet entretien à votre liste de lecture. C'est une dose d'optimisme qui fait vraiment du bien. J'avais découvert Sébastien et Laura grâce au festival Into the Wild, le petit frère du festival Into the Blue. Merci à eux. Pour rappel, le festival Into the Blue se tiendra à Volubilis, comme toujours. Cette année 2024, les dates à retenir sont le 21, 22 et 23 novembre. C'est vraiment incroyable. Je l'avais découvert avec un très très chouette épisode aussi que tu aimerais bien. C'est Les rêves ne meurent jamais, qui a été fait par un réalisateur qui avait ce rêve. C'est marrant, il en avait déjà parlé qui fera un jour ce film quand il avait 8 ans. Il en avait parlé à sa mère. Ok, ah wow. Et il voulait juste voilà, que les gens vivent leurs rêves, quoi. Et donc, parler de tous ces rêves pour donner un peu comme un carnet de route pour ceux qui veulent vivre leurs rêves. Et donc, il a interviewé plein de gens, dont son ami Yannick Busthaven. Ça a été le fil rouge, finalement, parce qu'en plus, il a gagné le Golden Globe cette fois-là quand il l'avait suivi. Donc, ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais sinon, il a interviewé plein de personnalités différentes. Il y avait des acteurs, il y avait justement Yves Parlier, il y en avait plusieurs comme ça. Et donc, lui, son déclencheur, ça a été aussi le Covid. Covid a quand même marqué des tournants pour beaucoup de monde, parce qu'il a été tout le temps avec ses filles. Il a demandé alors, c'est quoi vos rêves après, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et puis elle, c'était plutôt dans le mode, avec ce que vous nous laissez comme planète, comment est-ce que tu veux qu'on rêve encore, maintenant, je ne sais pas. Et il a dit, mais mince, je peux pas. Mon film, il faut que je le fasse maintenant, quoi. Et il a fait ce film, et c'est vrai que c'est un message fou d'espoir et d'envie de vivre ses rêves. Je crois que ce serait un truc que tu aimerais bien aussi. Et pourquoi je parle de lui, je ne sais plus. Je crois que c'est parce qu'on parlait de vivre ses rêves. Bon, je déviais vraiment allègrement. On a été pris dans un courant, là. Okay. Ça m'arrive. Okay, je te l'enverrai parce que c'est vrai qu'il a eu aussi beaucoup de messages touchants de gens qui avaient vraiment besoin de cette petite dose, cette grosse dose d'espoir. Et donc ça, c'est chouette quand tu as des messages comme ça. Et voilà, et des beaux rêves comme ça à partager. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent on croit vivre son rêve et puis on se rend compte qu'on porte les rêves d'autres personnes aussi. Si tu as des bénévoles, je suppose que c'est parce que ce projet-là les fait rêver aussi. Exactement, ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, j'imagine, quoi. Et, non, c'est ça, c'est super. Ou alors ils sont maso, c'est l'un ou l'autre, quoi. Mais... Aussi, c'est possible. En tout cas, il y en a, c'est sûr. Mais non, mais écoute, il y a aussi un super bon exemple. L'année passée, l'une de mes conférences, il y a un super chouette gars qui vient avec sa nana et il me dit écoute Jérôme, merci beaucoup pour tout. Puis je regarde le gars et en fait le type me dit ouais, merci beaucoup parce qu'en fait tu as été mon moniteur de voile à l'ADEPS quand j'étais gamin et aujourd'hui je viens de terminer un tour de l'Atlantique de 2 ans avec ma compagne et on est les plus heureux du monde. Wow. Et c'est génial parce que évidemment que j'ai rien à voir du tout là-dedans, mais le process de partage, etc., c'est quand même ce qui en fait t'apporte le plus, quoi. Oui. Ah oui, vraiment. Clairement, quoi. Et en général, les tout grands qu'on voit sur les podiums, n'importe quel podium dans n'importe quelle discipline,
Pour eux, c'est toujours important d'aller remercier leur équipe, les gens qui les ont soutenus, les gens qui ont été là, les gens qui... En disant, voilà, je suis pas tout seul, en fait, je représente. Bien sûr. Mais tout seul, je suis complètement. rien du tout. Ouais, c'est Complètement. vrai que ça y est. En tout Complètement. cas, ouais, je me réjouis sur ça. Bon, il faudra un peu de patience, hein. C'est 2027-2028, c'est ça? Oui, 2027-2028, ouais. Prévu Génial. pour 150 jours de course à peu près. Donc c'est pour ça que ce sera à cheval sur l'année 2027-2028, ouais. 5 mois de course. Yes. Ta préparation, ça t'en a un peu parlé. C'est naviguer comme tu le fais déjà. Tu sais pas faire beaucoup plus que ce que tu fais déjà maintenant, ou t'as un entraînement particulier, Alors j'aurai un entraînement physique. Oui, on a dans la petite équipe, il y a un nutritionniste et tout. Donc on verra ça un peu, je pense, les prochains mois, les prochaines années. Mais non, ce qui est vraiment primordial maintenant, c'est l'équipement pur du bateau et donc la recherche de partenaires. C'est ce qui, pour moi, est le plus grand défi en fait, hein, puisque je suis pas du tout issu d'un monde économique ou marketing ou quoi que ce soit. Et donc du coup, c'est vraiment à l'huile de coude et en étant le plus naturel possible pour parler du projet et pour tenter de réunir tout ce qu'il nous faut pour partir. Ah bah, on te souhaite des bons pitchs du Ouais. coup, et des partenaires qui sont réceptifs, ça le mérite. Si on veut te suivre justement dans ta préparation qui t'amène à ce global. Alors on a dédié un petit site web qui s'appelle masaioceanracing.be. Le bateau s'appelle Masai. Masai, c'est, pour la petite histoire, sont les guerriers sud-africains qui représentent un peu l'image du bateau. Mais ensuite, sur les réseaux sociaux, on va essayer de faire quelques pages qui prennent un peu forme maintenant. Donc c'est Jérôme Masai sur Facebook ou Masai Ocean Racing sur Instagram. D'accord. Ah bah ça va, comme ça les rendez-vous sont donnés sur les réseaux sociaux pour vous suivre. Ah bah c'est génial. Et je signale que vous avez quand même écrit un livre aussi. Non, on n'a pas écrit un livre, on a écrit 2 livres. Oh, pardon. Ouais, ça va. Mon mari en a acheté un. Bon, on peut rien, moi. Hein. Okay. Vous avez intérêt à le dédicacer non, si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je vais vérifier que s'il est dédicacé, tiens. Okay. Et donc, du coup, sinon, vous dédicacerez le deuxième. Hein. Ouais, mais top, évidemment, avec plaisir. Donc, on a sorti un bouquin pour le récit du voyage de notre tour du monde avec Roxy, donc, qui s'appelle « Ils sont les voiles, demain le monde change ». Donc c'est 406 pages en fait qui reprennent vraiment le journal de bord du voyage et du bateau. Donc ça c'est assez sympa parce qu'on a inclus aussi quelques photos, etc. Le livre est vraiment basé sur le journal qui a été écrit vraiment à bord pendant les 2 ans et demi de voyage. Et puis l'autre livre, le deuxième livre, c'est La route des Alizés. C'est un livre un peu plus pratico-pratique pour justement les personnes qui veulent avoir quelques petites informations sur comment organiser une navigation océanique, pas nécessairement un tour du monde, mais un tour de l'Atlantique, aller aux Antilles par exemple, traverser l'Atlantique, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il me faut comme équipement, comment je peux entamer le projet. Et donc c'est un petit peu, c'est vraiment sans prétention, mais c'est juste un petit recueil de petits trucs et astuces et juste en fait pour aider un peu un navigateur dans ce domaine-là. Moi, en fait, ce qui m'a poussé à écrire ce deuxième bouquin, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens aux conférences posaient systématiquement les mêmes questions, tout le temps, sur les mêmes sujets, en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, bizarre, ce serait peut-être sympa de développer ces sujets-là et de les mettre par écrit, quoi. Voilà. Mais carrément. Génial. Je vais vérifier qu'il a bien acheté les deux, alors. Parce qu'ils sont très complémentaires, c'est génial. Ok, merci. Bien, un grand merci pour ton temps aujourd'hui, donc en direct de l'Espagne. C'est ça. Au plaisir de te voir au festival, alors. Génial, oui. Mais merci à toi. Hein. Si vous voulez rencontrer Jérôme Delire, rendez-vous au festival Into the Blue qui se tiendra à Volubilis à Bruxelles du 21 au 23 novembre. Les masterclass se tiendront le samedi 23 après-midi. En allant vérifier les dates, j'ai été voir de plus près l'entièreté du programme et je peux vous dire que j'ai très hâte d'y être. Je ne sais même pas par où commencer pour vous en parler tant le programme est passionné, engagé, varié. Je ne suis pas payée pour le dire, je vous y donne rendez-vous. J'y serai les 3 soirs, donc si tu viens, fais le
fais-moi savoir un petit message sur mes réseaux, tu les trouveras dans les notes, cela me fera très plaisir de te rencontrer en vrai. Et pour retrouver Jérôme, le festival est donc le bon endroit également, mais tu retrouveras aussi dans les notes ses réseaux, son site, ses livres, bref, toutes les infos dont tu peux rêver, bon, ou presque. Tu trouveras aussi un lien vers les autres épisodes évoqués dans notre discussion et la playlist des épisodes navigation de Storylifique pour ceux qui veulent continuer à se mettre des embruns dans les oreilles. Comme toujours, pourquoi changer les bonnes habitudes ? Je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylifique soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Mais pour cela, j'ai besoin de toi. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Alors un énorme merci à toi pour ton écoute et merci à Ice Adventure pour le soutien continu à ce podcast. À bientôt. Parfait. Alors, est-ce qu'il va accepter de erreur ? Ok. Alors pour que tu saches, j'ai pas spécialement des ondes super constructives pour tout ce qui est IT, tu vois. Donc c'est normal. Génial. On est bien parti.